Merci Pascal pour l'invitation et bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais probablement pas vous parler beaucoup de moi parce que ce n'est pas mon exercice favori, mais vous parler des microbes, ça par contre c'est mon exercice favori. Je vous dirais néanmoins que, donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, je suis professeur à l'Institut Pasteur où je dirige une unité de recherche depuis pas mal d'années qui porte sur l'analyse moléculaire et cellulaire des mécanismes de virulence des pathogènes bactériens, en particulier d'une bactérie qui s'appelle Shigella, dont nous avons, au fil des années, disséqué, analysé, déchiffré les stratégies visant en fait, à envahir la muqueuse intestinale. Ça, c'est la première partie. Et puis, à partir de 2008, j'ai été élu au Collège de France, où je suis titulaire de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses. Et donc, en plus de cette activité de recherche fondamentale sur la microbiologie des pathogènes, j'enseigne la microbiologie et les maladies infectieuses, en particulier ce qui concerne, au fond, les domaines en évolution scientifique, sur les frontières, si l'on peut dire, concernant les microbes, concernant les maladies infectieuses, concernant la dynamique des maladies infectieuses. C'est un sujet qui, comme vous le savez, est en plein mouvement à l'heure actuelle avec les infections émergentes qui ne cessent pas d'émerger. Et donc on a, au fil des années, j'ai pu intégrer cette activité de recherche et d'enseignement dans ces domaines. Puis j'ai pas mal d'activités par ailleurs qu'on appelle maintenant translationnelles sur le développement de vaccins contre les maladies diarrhéiques, en particulier pour les très jeunes enfants dans les pays en voie de développement, et un projet sur l'interface nutrition-métabolisme et infection, en fait, là aussi dans les populations pédiatriques en Afrique subsaharienne, à Madagascar. Et donc tout ça nous maintient assez occupés et très focalisés, comme vous le voyez, sur la microbiologie et ses aspects à la fois fondamentaux et appliqués. Alors, dans nos, disons, sujets de recherche, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, s'est effectué un changement, pas total, parce qu'on garde les deux activités maintenant en parallèle, qui a consisté à passer en fait de ce qu'on appelle la microbiologie cellulaire, c'est-à-dire l'analyse moléculaire cellulaire des processus infectieux par ces bactéries pathogènes, comme Shigella par exemple, d'essayer d'appliquer ces connaissances et ces outils, au fond, à l'étude de ce qu'on appelle maintenant les micro-organismes commensaux ou le microbiote, c'est-à-dire au fond d'essayer de mettre en place une microbiologie cellulaire de la symbiose, et non pas de la pathogénicité. Et comme vous le verrez dans cette présentation, au fond, les deux ont fini par se rejoindre, car il n'y a au fond pas de pathogénicité sans intervention sous une forme ou sous une autre, en particulier bien entendu aux étapes précoces de l'infection du microbiote, c'est-à-dire des microbes qui colonisent les surfaces muqueuses. Donc c'est un petit peu ça que je vais essayer de vous présenter. C'est plus une revue et une manière de vous mettre un petit peu au courant des derniers développements et de l'importance que ça a, du nouvel angle que ça offre et que ça oblige au fond à considérer dans l'analyse des étapes, en particulier précoces des maladies infectieuses. Ça vous éclaire un petit peu peut-être sur la nature du titre. L'infection est un ménage à trois, en fait. On voyait jusqu'à présent, on va y revenir bien entendu rapidement, l'infection comme une espèce de couple, de duo un petit peu orageux entre le pathogène qui agresse la cellule ou le tissu de l'hôte infecté. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'à cette dualité, à cette combinatoire à deux, il faut rajouter le paramètre microbiote, c'est-à-dire le paramètre des populations microbiennes extrêmement riches, extrêmement diverses, qui peuplent les surfaces muqueuses, toutes nos surfaces en fait, et en particulier l'épithélium intestinal, qui est mon épithélium favori. Donc voilà un peu le finalement thème général de ma présentation. Alors ça, juste pour commencer par un petit quiz, est-ce que vous savez à quoi correspond ce très bel outil ? Non, si, je suis sûr que certains d'entre vous le savent, mais ne le dites pas. C'est le premier microscope à lumière directe tel qu'il a été construit il y a 3 siècles, un peu plus même de 3 siècles, par Anthony van Leeuwenhoek en Hollande, qui est un appareil magnifique en fait, avec tout en haut, au fond, ce petit orifice qui contient une bille de verre qui est la lentille du microscope, qui grandissait d'environ 40 à 200 fois.
ce qui bien entendu va devenir rapidement compatible avec la taille des bactéries pour leur observation. Et puis tout ce système high-tech au-dessous correspond à la mise en place tridimensionnelle du portoir de l'objet qui va être observé sous le microscope. Et Anthony von Leeuwenhoek faisait des observations en fait de milieux, d'éléments très très divers, puisqu'il peut être crédité d'avoir découvert les spermatozoïdes par exemple, mais il a été aussi au fond le découvreur des microbes, ce qu'on appelait à l'époque les animalcules, qui se présentaient et très rapidement il en a donné une description extrêmement impressionnante. Car c'était en plus un artiste, il dessinait très bien. Et ce que vous voyez sur la partie droite de cette diapositive, ce sont en fait des observations qu'il faisait à partir en particulier de grattage de la surface de l'émail dentaire chez lui et chez d'autres. Et vous voyez en bas ces espèces de longs structures presque filamenteuses qui sont probablement des clostridiales. On voit des coccis, on voit des bacilles, on voit des bactéries spiralées, des spirochètes, et puis surtout, ce qui pour lui était un élément caractéristique de la vie, on s'apercevra ultérieurement que ce n'était pas tout à fait ça, mais à cette époque-là, c'était déjà formidable. Il décrivait le mouvement, il matérialisait le mouvement de certains de ces micro-organismes, puisque vous le savez, certaines bactéries sont mobiles grâce à l'expression de flagelles. Donc Anthony von Leeuwenhoek peut être finalement crédité d'être le découvreur de la microbiologie, mais aussi du microbiote, puisqu'au fond, cette préparation qu'il regardait sous son microscope, c'était le microbiote de la surface dentaire. Et il en a regardé d'autres, mais pour la surface dentaire, comme certains scientifiques, il avait le sens de l'humour. Il écrivait qu'il y avait plus d'animaux qui vivaient dans les dépôts qui s'accumulaient sur les dents dans la bouche de chacun qu'il n'y a d'êtres humains dans un royaume entier, en particulier chez ceux qui ne se lavent jamais les dents. Donc c'était son introduction en fait à la microbiologie, et il bombardait assez régulièrement la Royal Society de ses documents, de ses observations, de ses dessins. Les documents devaient être traduits en anglais en toute urgence. C'était manifestement un personnage tout à fait exceptionnel. Alors au fond, on parle de microbiote au singulier. En réalité, on devrait parler de microbiote au pluriel, car comme je vous le disais au début, toutes les surfaces, quelles qu'elles soient, de notre organisme, que ce soit la surface cutanée ou les surfaces muqueuses, nasales, rhinopharyngées, orales, intestinales, vaginales, ont leur propre microbiote. Et si vous vous fiez au code couleur ici et n'allez pas beaucoup plus loin dans l'identification, vous voyez que ces camemberts sont extrêmement différents en matière de quantité ou de rapport de ces différentes populations microbiennes. Ce qui traduit en fait ce que j'ai écrit sur la partie gauche de la diapositive, c'est qu'en fait chacun de nos sites corporels correspond à une niche écologique particulière, spécialisée, caractérisé par ses propres consortia microbiens avec une dynamique communautaire particulière et au fond des interactions étroites, quoi qu'il en soit, avec l'hôte. Que vous parliez du follicule pileux ou que vous parliez de la crypte intestinale, par exemple, vous avez des populations microbiennes totalement différentes, même si les structures sont parfois relativement semblables. Donc ça, c'est bien sûr le fruit d'études au fil des années par la microbiologie classique, puis par l'analyse moléculaire des microbiotes. Mais encore une fois, cette notion de microbiote au pluriel, et pas uniquement au singulier, mais sachant néanmoins que quantitativement, bien entendu, c'est encore à l'heure actuelle le microbiote intestinal qui est pris comme modèle et très largement étudié, dans la mesure où qualitativement et quantitativement, c'est probablement celui qui a le plus d'impact global sur notre économie, sur notre physiologie. Donc ça, c'est au fond difficile de travailler à l'Institut Pasteur sans citer Louis Pasteur, mais là je cite, je pense, à bon escient parce que on trouve tout, de toute façon, dans les œuvres de Pasteur, y compris une réflexion sur ce que pourrait être la vie sans microbes. Et il s'est posé assez rapidement, dans sa réflexion scientifique, la question de la possibilité d'une vie animale sans microbes. C'est-à-dire, peut-il y avoir une vie macroscopique sans une vie microscopique et de facto, il est, en tout cas conceptuellement, le pionnier du concept de ce qu'on appelle l'axénie ou la gnotobiologie, c'est-à-dire la vie en l'absence de microbes ou la vie dans des conditions microbiennes contrôlées. Et il écrivait, c'est dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de 1885, souvent dans nos causeries de laboratoire, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants qui m'entouraient de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal dès sa naissance
avec des matières nutritives pures. Par cette dernière expression, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement et complètement de microbes communs. Et donc là, il se mouillait, si je puis dire, puisqu'il écrivait « Sans vouloir rien affirmer, je ne cache pas que j'entreprendrais cette étude si j'en avais le temps, avec la pensée préconçue que la vie dans ces conditions deviendrait impossible. » Donc là, il faisait vraiment une hypothèse de travail qui est sans monde microscopique, il n'y a pas de monde macroscopique, l'homme, l'animal, le mammifère ne peut pas exister sans microbes. Alors, deuxième question, êtes-vous d'accord avec cette affirmation de Louis Pasteur? Oui. 10 ans plus tard, deux chercheurs travaillant en Allemagne, parce que l'un était britannique, qui sont George Nuttall et Hans Thierfelder, ont pris cette question et ont essayé de la résoudre. Ce qu'ils ont fait, donc on est à la fin du 19e siècle, ce qui est assez extraordinaire sur le plan de la technologie, c'est qu'ils ont accouché des cobayes par césarienne et les ont mis dans une enceinte stérile. En tout cas stérile avec les critères qu'on pouvait utiliser à cette époque, mais on peut imaginer que les choses étaient optimisées. On est en Allemagne. Et donc, ces deux chercheurs ont montré, ils s'intéressaient essentiellement à la survie, à la digestion et à la croissance éventuelle de l'animal, ont démontré que ces cobayes, nés stériles et élevés stérilement, étaient capables, au fond, de grandir, de se développer, et surtout, ce qui intéressait en premier lieu ces deux chercheurs, de digérer, et c'est ce qui est en fait résumé dans la publication que je vous ai mis en bas de cette diapositive. Donc Pasteur avait tort, c'est très difficile dans la bouche d'un pasteurien de dire quelque chose comme ça, mais au fond, comme on va le voir, certes, qualitativement il avait tort, mais quantitativement il n'avait certainement pas tort, car la vie est possible dans des conditions stériles, mais la qualité de la vie dans les conditions stériles, c'est une autre affaire, comme vous pouvez l'imaginer. Et celui en tout cas qui a vraiment donné un coup d'accélérateur important à toute cette problématique d'axénie, de gnotoxénie et au fond d'analyse de ce qu'est la vie en l'absence de microbes, c'est un chercheur américain qui s'appelle James Reniers, qui travaillait donc à Notre Dame, University of Notre Dame dans l'Indiana, et qui a vraiment, en fait, à l'américaine, développé des systèmes d'élevage d'animaux dans des conditions axéniques, dans des conditions sans germes, à un niveau technologique qui était absolument hallucinant. On est en 1949, là, grâce à un génie de l'ingénierie qui était Philip Trexler. Et c'est grâce, au fond, à ces travaux de Reniers que se sont développées ces études qui ont permis, dans plusieurs espèces animales, chez des gallinacés, chez des souris, bien entendu, des rongeurs, encore une fois, chez des singes, de montrer que la vie était possible en conditions axéniques et au fond de permettre, par la diffusion de ces technologies, de commencer véritablement à étudier cette symbiose et les résultats éventuels et bénéfiques, bien entendu, pour l'essentiel de cette symbiose. À côté de ça, tous ces travaux et ces technologies qui ont été développées à cette époque ont été importantes, qu'elles ont permis des développements extraordinaires en médecine. Elles ont permis, même si on n'est pas dans des conditions stériles totales, le développement des couveuses, protégeant les enfants contre les infections exogènes. Elles ont permis la mise au point des bulles d'isolement pour ce qu'on a appelé les bébés bulles, c'est-à-dire les enfants nés avec un déficit immunitaire qui autrefois mouraient très très rapidement d'infection. Donc à la fois un aspect fondamental basé sur une technologie de pointe, à l'époque en tout cas, et des applications médicales certainement non négligeables, en particulier en pédiatrie. Alors au fond, si on regarde des souris élevées dans des conditions axéniques, sans germes, qu'on les compare à des souris qu'on appelle conventionnelles, c'est-à-dire ayant une flore intestinale de préférence sans pathogènes, ce qu'on appelle des souris SPF, Specific Pathogen Free, on voit que ces souris élevées en conditions axéniques, certes elles sont vivantes, mais elles ne vont pas bien du tout. Leur poids est inférieur à leurs congénères qui ont une flore conventionnelle, leur taille est inférieure, leurs organes sont plus petits, et elles ont une nécessité d'apport alimentaire de 30 à 50% supérieure
aux animaux conventionnels, avec en plus l'addition de vitamines, ce qui montre bien qu'ils sont en déficit nutritionnel important, et ce qui vous donne d'emblée quelque chose sur un des rôles importants de ces micro-organismes qui composent le microbiote. Donc physiologie, métabolisme altéré, une paroi intestinale, quand on dissèque ces animaux, qui est très fine, très fragile, un stress nutritionnel évident sur les cellules de l'épithélium intestinal, une immaturité de la vascularisation capillaire dans l'intestin, avec la production de facteurs angiogéniques qui est très abaissée, une motilité intestinale qui est réduite, avec une diminution de l'expression des neuromédiateurs, une diminution, un retard de développement du système nerveux myo-entérique intestinal, une absence de dégradation des mucines avec un sécom hypertrophique, c'est-à-dire clairement un intestin qui certes pouvait digérer mais qui fonctionne vraiment pas bien et qui va donner lieu éventuellement à des accidents d'occlusion, de rupture qui rend ces animaux extrêmement fragiles. Et puis l'autre élément qui, à l'évidence, est très altéré et en fait non développé chez les animaux, c'est le système immunitaire muqueux qui est atrophique. Pas de plaque de Peyer, c'est-à-dire ces organes lymphoïdes associés à la muqueuse intestinale, très faible densité de lymphocytes, CD4, CD8, dans ce qu'on appelle la lamina propria, c'est-à-dire le tissu épithélial, sous-épithélial, le tissu conjonctif, et puis une immunité systémique qui, elle aussi, est défaillante, peut-être moins bruyamment, si je puis dire, que l'immunité muqueuse, mais tout de même très altérée, avec en particulier une leucopénie et une lymphopénie. Donc clairement, ces animaux ne sont pas bien, et il est évident que s'ils s'échappaient de leur cage, leur survie à l'extérieur serait probablement extrêmement courte. Ça, c'est juste pour illustrer ces deux choses. Vous voyez en haut, sans rentrer dans les détails, la densité très faible de cellules T, CD4 et CD8 dans la lamina propria de ces villosités intestinales, alors qu'elles sont en nombre important, ça devient très marron par le marquage de ces cellules lorsqu'on a affaire à un animal conventionnel. Et en bas, en rouge et vert, vous voyez en rouge, c'est le DAPIS, ce sont les noyaux des cellules épithéliales, et en vert, c'est une coloration par un anticorps antifacteur de Willebrand. Vous voyez l'atrophie en fait de la vascularisation villositaire chez ces animaux jump-free, axéniques, comparée à des contrôles, bien évidemment. Ça n'aide pas à une nutrition correcte et à une mise en place des conditions satisfaisantes du système immunitaire et donc du système en général digestif et nutritionnel. Donc vraiment, ces animaux sont très altérés et au fond nous disent en négatif ce que ces flores, ce microbiote en particulier intestinal, nous apportent en positif. Alors, on a beaucoup parlé de microbiote intestinal, on a vu des couleurs sur des camemberts, mais on ne l'a pas véritablement décrit. Donc le microbiote intestinal, il a été défini initialement par la microbiologie classique avec un petit problème, c'est que seuls 60% de ces bactéries sont cultivables dans la mesure où presque la moitié d'entre elles nécessitent des moyens tellement lourds que bien souvent, malheureusement, on était passé à côté. Donc pour identifier de façon exhaustive, il a fallu passer par deux étapes. L'étape de ce qu'on appelle la métataxonomie, c'est-à-dire d'identifier des séquences variables qui sont à l'intérieur des gènes codant pour l'ARN 16S du ribosome bactérien. C'est toute la base de l'arbre taxonomique en microbiologie qu'on utilise encore à l'heure actuelle. Et puis ça a été cette grande aventure à partir de la fin des années 2000, 2008, 2009, publiée en 2010 dans Nature, par le consortium européen MetaHit coordonné par Duško Erliš à l'INRA. Ça a été la grande aventure de la métagénomique, c'est-à-dire le métaséquençage de l'ensemble des microbes, du microbiote intestinal, de dizaines et puis rapidement de centaines d'individus. Pour résumer, il y a deux grandes familles de microbes. Il y a ce qu'on appelle les firmicutes, qui sont des grammes positifs, pour l'essentiel anaérobies strictes, et des grammes négatifs, des bactéroïdétes, pour l'essentiel là aussi anaérobie, et très souvent extrêmement sensibles à l'oxygène, d'où la nécessité, encore une fois, de ces approches moléculaires de manière à identifier ces micro-organismes. Et puis à côté de ces deux grands groupes qui représentent plus de 90% de la population
microbienne, intestinale, on a d'autres espèces qui n'en sont pas moins importantes, des protéobactéries comme les Escherichia coli par exemple, les désulfovibrio, Akkermansia, importants pour digérer les mucines par exemple, des actinobactéries, les bifidobactères, très importants dans les étapes pionnières de conditionnement, de mise en place du microbiote intestinal chez le nouveau-né, chez le très jeune enfant, et puis des archébactéries, en particulier Methanobrevibacter methanogenesis, c'est écrit dans son titre, qui sont en fait ce qu'en anglais on appelle des carbon sinks, qui sont capables de métaboliser le carbone en méthane. Et vous imaginez quel est le résultat dans les selles de cette synthèse de méthane, et en particulier dans le bétail, vous êtes au courant de tout cela. Donc voilà. 10 fois plus de microbes, c'est ce qu'on dit toujours, dans l'intestin que de cellules dans l'ensemble de notre organisme. En termes de gènes, probablement beaucoup plus, parce qu'on n'a pas encore atteint la limite, probablement 300 fois plus de gènes microbiens dans notre intestin que de gènes actifs dans notre génome. Et une activité métabolique de l'ensemble de cette flore qui est de l'ordre de l'activité métabolique du foie. Donc c'est un organe supplémentaire qui a mis finalement en place un peu cette théorie, ce concept de l'homme, l'animal étant un super-organisme et n'existant au fond que par la combinaison de son côté eucaryote et de son addition procaryote. Alors qu'est-ce que font ces micro-organismes au fond, et je m'arrêterai plutôt sur une seule partie qui est la première. J'aurais néanmoins cité les autres. Tout d'abord, ils ont une fonction de protection de nos surfaces muqueuses, en particulier de la muqueuse intestinale. Vous savez qu'on a 200 mètres carrés de surface intestinale. Quand on met absolument tout à plat, y compris les microvillosités, c'est 1,5 fois un court de tennis. Et tout ça, il faut le protéger. Alors, il y a le système immunitaire, certes, mais les bactéries prennent une part très importante, et je vous montrerai jusqu'à quel point cette part est importante dans la protection. C'est ce qu'on appelle l'effet de barrière. Ensuite, ces micro-organismes ont une fonction de structuration sur l'épithélium intestinal, c'est-à-dire qu'ils facilitent, ils terminent sa différenciation, en particulier ce qu'on appelle les jonctions serrées, sont très dépendantes dans leur efficacité, dans leur imperméabilité de la présence de micro-organismes. Bien entendu, le système immunitaire, comme on l'a dit, qui fait partie de cette barrière de défense contre les micro-organismes. Il y a aussi, bien entendu, on l'a dit, et on l'a sous-entendu et dit très clairement ensuite, ces fonctions métaboliques. C'est-à-dire que ces micro-organismes nous procurent un certain nombre de nutriments. En particulier, ils sont capables de digérer les sucres complexes, les sucres végétaux par exemple, ou les mucines à l'intérieur de notre organisme, de manière à les simplifier par hydrolyse et ensuite de les digérer et de les fermenter en ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, qui sont des nutriments à valeur calorique extrêmement importante. Et par exemple, le côlon utilise pour 50% de son énergie des acides gras à chaîne courte, du butyrate, de l'acétate, pour assurer sa bonne santé, au fond, son métabolisme. En plus de ces fonctions d'hydrolyse et de fermentation des sucres complexes, donc des sucres végétaux, quand on mange de la salade ou des épinards, ce sont nos microbes qui le digèrent, ce n'est pas nous. Donc ces micro-organismes fabriquent des vitamines, synthétisent des vitamines, de la biotine, des folates, de la vitamine A, et ont aussi des fonctions qu'on découvre peu à peu comme des fonctions de biodégradation, en particulier des xénobiotiques, et il y a à l'heure actuelle tout un travail, on y participe d'ailleurs, de détermination du rôle éventuel d'altération de cette flore microbienne, ce qu'on appelle des dysbioses, dans la survenue du cancer du côlon, parce qu'un certain nombre de xénobiotiques, d'agents au fond pathogènes, oncogènes de l'environnement, mais aussi de métabolites à partir de certains acides aminés dans la lumière intestinale, comme le tryptophane, ont à terme une activité mutagène, en particulier sur les cellules souches intestinales, et peuvent participer à une étape qui reste à définir, à l'oncogénèse. Donc des fonctions qui sont au fond extrêmement importantes, plus importantes encore en réalité, parce qu'au fur et à mesure que la communauté scientifique s'est emparée de ce
pas nécessairement nouveau monde, parce qu'il était connu avant, mais nouveau peut-être par le coup de projecteur que lui avait donné la métagénomique, par exemple, dans la connaissance détaillée au fond des gènes constituant l'ensemble de ces populations microbiennes. On voit peu à peu apparaître dans des modèles expérimentaux des fonctions de ce microbiote un petit peu inattendues. Alors certaines sont connues, la barrière contre les intrus, les pathogènes, la maturation, l'homéostasie du système immunitaire, la régénération épithéliale, l'angiogénèse, on en a parlé, la signalisation neurologique, des fonctions endocrines, en particulier intestinales, un rôle dans le métabolisme osseux, un rôle bien entendu dans la bioénergétique, biosynthèse de vitamines, d'hormones, de neurotransmetteurs et tout ce rôle qu'on a mentionné sur le métabolisme. Donc ça commence à faire au fond beaucoup de fonctions associées à ce microbiote, apportées à l'organisme en matière de physiologie et de métabolisme. Alors toute la question à l'heure actuelle est de savoir comment faire la transition entre cet état au fond qu'on appelle d'homéostasie, c'est-à-dire la santé, et avec un microbiote en bonne santé, et il y a de plus en plus cette notion de découvrir ou de trouver des critères de bonne santé ou de mauvaise santé du microbiote, mauvaise santé étant souvent une perte de sa diversité, une diminution en quantité de micro-organismes. Mais comment passe-t-on de ces observations qui sont pour l'essentiel descriptives ou corrélatives à un vrai lien avec la pathogénicité? On sait qu'il y a des dysbioses, un appauvrissement par exemple du microbiote, en particulier en diversité chez les personnes obèses, chez les personnes diabétiques, mais de là à démontrer que c'est bien la dysbiose qui cause ce phénomène et pas l'inverse, ça reste extrêmement difficile. On le fait chez l'animal, on commence à le faire à l'occasion d'études cliniques chez l'homme. Donc il y a toute une science en fait qui est en train de se bâtir autour de ce point d'interrogation là, qui est une vraie science translationnelle allant du microbiote sain au microbiote pathologique et à ses conséquences sur la santé. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur, au fond, les aspects un petit peu généraux de cette nouvelle au fond, science qui se développe, pour employer peut-être des termes un petit peu pompeux. Ce que je vous ai déjà dit, c'est que ce séquençage de nouvelle génération, avec la bioinformatique qui va avec, bien entendu, a vraiment aidé à positionner le microbiote intestinal comme un possible moteur de la santé et de la maladie chez l'homme. C'est ce qu'on vient de dire. Et donc, à partir de là, un certain nombre de réflexions. Et pour des gens, dans notre cas, dans notre laboratoire, qui s'étaient intéressés, encore une fois, essentiellement à la dualité entre un pathogène, un hôte, ou en tout cas une cellule, ou une collection de cellules, ou un tissu, c'est un vrai changement de paradigme parce qu'on est là maintenant dans une interface entre une communauté microbienne complexe et un hôte. Et on essaye au fond, en particulier dans le domaine de la pathologie, d'y appliquer ce qui pourrait être l'équivalent des postulats de corps, c'est-à-dire d'identifier, non pas à l'échelle d'un microbe pathogène, mais à l'échelle d'une population microbienne pathogène, et de faire passer les trois éléments du filtre des postulats de corps de manière à pouvoir démontrer la pathogénicité. En tout cas, ça a amené à réfléchir de plus en plus à cette notion de dysbiose, et en particulier de trouver des signatures de dysbiose qui soient éventuellement caractéristiques de certaines maladies, et puis à ce sur quoi je vais vous parler, et qui était au fond le titre de ma présentation, à la rupture de l'effet de barrière par un pathogène. Donc je vous ai déjà défini cet effet de barrière. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, voir à quoi il correspond et voir surtout, au fond, de quelle manière il nous protège contre les microbes pathogènes, jusqu'à quel degré, et comment les microbes pathogènes peuvent éventuellement se débrouiller, si l'on peut dire, de par leur équipement génomique pour assurer la subversion de ce microbiote et au fond assurer ce que sont les vraiment premières étapes d'une infection, c'est-à-dire le fait d'accéder à une surface, en particulier muqueuse, comme la muqueuse intestinale, et de pouvoir y prendre sa place et coloniser. Donc c'est autour de ça qu'on va un petit peu réfléchir. Donc ça, c'est simplement une diapositive d'un travail du laboratoire qui montre un épithélium colique humain, en fait, c'est une biopsie humaine. Vous voyez en vert le
coloration par le DAPI des noyaux, des cellules épithéliales, et donc on dessine tout naturellement dans ce côlon les cryptes intestinales. Et puis vous avez la surface ici, et au-dessus de cette surface de l'épithélium, vous avez une espèce d'espace vide, noir, ici, et puis vous avez cette couche rouge, en fait, qui correspond à un marquage par la méthode Fish, c'est-à-dire une hybridation sur les ARN microbiens, avec ici une sonde universelle, c'est-à-dire tous les microbes, quels qu'ils soient, sont marqués par cette hybridation. Et ces bactéries sont vivantes, car on hybride sur de l'ARN, ça veut dire qu'elles transcrivent, et donc qu'elles sont vivantes. C'est un peu une remise à jour des paramètres de Anthony van Leeuwenhoek dans ma première diapositive. Donc au fond, physiquement, la barrière microbienne a au fond la protection contre des intrus qui surviendraient. Elle est ici à la fois en tant que barrière physique et en tant bien entendu que barrière chimique, biologique, y compris de manière indirecte puisqu'elle met de la pression sur l'épithélium intestinal et lui fait sécréter un certain nombre de substances anti-infectieuses qui vont en gros maintenir à ce stade de santé l'équilibre général du système. Alors, juste pour réfléchir une seconde et essayer de se mettre dans la peau d'un microbe, j'arrive à le faire assez bien après 40 ans de microbiologie et j'en suis au fond assez fier. Vous avez ici cette surface épithéliale qui était marquée en vert dans la diapositive précédente. Vous avez ici cette zone très dense de mucus qui correspond à cette zone noire intermédiaire où, au fond, elle n'est pas habitée par des microbes parce que c'est très dense et puis surtout parce que cette zone sert de matrice à des molécules antimicrobiennes très puissantes, en particulier des peptides antimicrobiens comme celui qui est marqué ici, qui sont des petits peptides cationiques qui en fait font des trous dans les membranes bactériennes et tuent les bactéries, mais aussi toute une série d'autres molécules qui sont piégées dans cette zone, de l'oxygène, du NO, des radicaux superoxydes, ces peptides antimicrobiens, des enzymes comme le lysozyme, des protéases, des phospholipases, des phagocytes éventuellement qui transmigrent, comme on dit, entre les cellules épithéliales et gardent leur fonction phagocytaire pendant quelque temps dans la lumière intestinale, et bien entendu des IgA sécrétoires. Donc si vous êtes un microbe et que vous voulez vous aventurer dans ces zones, c'est un peu comme vous asseoir sur un volcan en activité, c'est vraiment pas confortable, et au fond, aucun microbe n'est capable de faire ça de façon efficace. Donc il y a cet effet de barrière qui est à la fois lié aux microbes eux-mêmes, c'est surtout de ça qu'on va parler, mais aussi, bien entendu, de l'ensemble de ces substances, dont certaines d'ailleurs sont produites par des microbes. Donc le symbiote, l'élément du microbiote, il va rester à une distance respectable de tout ça, généralement dans les couches périphériques les plus soft, les moins denses et les moins structurées du mucus, et à cette distance, au fond, grâce à un gradient de décroissance de l'ensemble de ces molécules bactéricides, vont vivre assez heureux dans leur collectivité extrêmement complexe. Et au fond, de là va naître un mécanisme qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire que bien qu'à distance, ils échangent des signaux avec l'épithélium et induisent cet état d'équilibre qui est au fond le résultat d'une coévolution, bien entendu, de millénaires. Si vous êtes un pathogène et que par définition, par la faute de votre génome, vous êtes amené à engager les tissus de l'hôte, la situation est beaucoup plus complexe car vous allez de fait vous heurter à cette d'abord flore microbienne qui a un effet de barrière et puis à cette zone protectrice extrêmement puissante. Donc vous avez deux solutions. Soit vous êtes capable de résister à ce cocktail de molécules après avoir bien entendu transpercé la barrière microbienne. Et ça, il faut être très fort pour le faire et très peu savent le faire. Et en fait, ce que font les microbes pathogènes, c'est d'assurer la subversion des défenses immunitaires de manière à assurer une immunosuppression locale, en particulier de l'immunité innée, de façon à pouvoir poursuivre leur chemin et au fur et à mesure de détruire ou en tout cas d'assurer encore une fois la subversion de l'immunité de façon à assurer leur chemin de l'extérieur vers la surface et vers l'intérieur des tissus. Donc je vous mets ça juste en place parce que ça permet au fond de comprendre un petit peu mieux l'organisation du microbiote et par rapport au microbiote des pathogènes. Le microbiote reste à distance,
sur ces couches externes de mucus, échange néanmoins des signaux avec l'épithélium, je ne rentre pas dans les détails, et amène au fond par cette induction de tolérance à une atténuation des réponses immunitaires, en particulier les cellules dendritiques, les macrophages restent relativement immatures, les lymphocytes T sont plutôt dans leur équilibre vers les T régulateurs que vers ce qu'on appelle les lymphocytes pro-inflammatoires, TH1 ou TH2. Ça, c'est la situation au jour le jour, c'est la situation de l'homéostasie, c'est la situation de la bonne santé de l'intestin et de son microbiote. Le pathogène, bien entendu, est différent de façon caricaturale, c'est-à-dire qu'il va mettre, bien sûr, le bazar dans tout ça, et il va engager la surface de la cellule épithéliale, y adhérer étroitement, parfois l'envahir, souvent injecter des substances avec des organes d'injection dédiés, comme ce qu'on appelle les appareils de sécrétion de type 3 chez les bactéries à gram négatif, comme Shigella d'ailleurs, sur laquelle on travaille, et entraîner une réponse inflammatoire du fait de l'émission de signaux de danger, en particulier par les cellules infectées, qui va amener à l'activation de ces cellules inflammatoires, en particulier les polynucléaires, et à un changement complet de l'équilibre de ces lymphocytes vers ces lymphocytes inflammatoires TH1 et TH17. Ceci étant, cette diapositive, je l'ai reprise un peu à dessein parce que c'est comme ça que je dessinais la situation il y a une dizaine d'années. En fait, il faut maintenant, bien entendu, assurer la liaison entre les deux et comprendre que ce microbe qui est arrivé ici, il a fallu qu'il passe par l'étape microbiote, et c'est cet effet de barrière du microbiote que je vais essayer de vous développer dans cette dernière partie. Alors juste pour la mettre un peu en perspective, et profitez-en parce que c'est la première et la dernière fois que vous verrez Darwin et les frères Dalton sur la même diapositive. Darwin a parlé très vite de l'origine des espèces de la notion de fitness, c'est-à-dire au fond la capacité d'adaptation des individus qu'il étudiait. Il a très très peu étudié les microbes pour des raisons chronologiques en fait, donc la capacité d'adaptation qui est un élément essentiel. Et au fond, dans cet effet de barrière des micro-organismes, on est dans une situation d'adaptation à deux vitesses. C'est-à-dire on est en présence d'une population microbienne très complexe, le microbiote, qui a eu des millénaires d'adaptation et qui est donc dans une situation relativement stable, robuste et même résiliente, on le sait expérimentalement. Et puis une deuxième nécessité d'adaptation lorsqu'un pathogène s'introduit et doit au fond s'adapter à l'environnement que lui renvoie ce microbiote intestinal déjà présent et qui va être bien entendu une situation, disons en particulier métabolique, assez inextricable. Donc, il est en présence de microbes qui vont produire éventuellement des substances antimicrobiennes elles-mêmes, des antibiotiques ou autres. Et au fond, je dis toujours que cet élément, comme le disait Dobzhansky, en fait, il faut vraiment, pour bien le comprendre et bien l'envisager, vraiment le mettre dans la perspective de l'évolution. Et si on ne met pas dans la perspective de l'évolution, encore une fois, on ne comprend pas très bien les divers éléments et la façon dont ils se sont mis en place. Donc, au fond, un pathogène qui survient dans cet environnement déjà très établi et au fond stabilisé par l'évolution va se trouver avec ce boulet de ce qu'on appelle le fitness cost, c'est-à-dire le coût d'adaptation, qui parfois ne pourra pas être couvert par ce micro-organisme et qui fait qu'il va être éliminé, soit parce qu'il était ce jour-là dans de mauvaises conditions d'expression d'un certain nombre de facteurs, ou soit parce qu'il n'est pas équipé pour pouvoir assurer ce gain d'adaptation et va donc être impitoyablement éliminé, comme bien entendu le suggérait dans d'autres circonstances Charles Darwin. Donc, la première évidence et la plus flagrante au fond de cet effet de barrière des microbes intestinaux, elle est donnée lorsque soit on prend un animal axénique, sans germe, et qu'on le colonise avec un pathogène. Pour peu que ce pathogène soit capable d'être pathogène chez l'animal, on voit que sa pathogénicité est amplifiée et surtout que les inoculats qu'on a à administrer à cet animal sont beaucoup plus faibles que lorsqu'on est en présence d'un animal conventionnel. Donc cet effet de barrière se matérialise très bien avec ces animaux germ-free quand on les colonise. Mais toute cette technologie de germ-free, elle a un coût. Et donc généralement,
on fait ce que j'appelle ou ce qu'on appelle du germ free du pauvre, c'est-à-dire qu'on traite l'animal par un cocktail d'antibiotiques, on nettoie sa flore, on le contamine avec un microbe pathogène et on fait la même observation, à savoir qu'il va être beaucoup plus rapidement pathogène et à un inoculum bien inférieur grâce à l'élimination de la flore. Plus que ça, la destruction de la flore sur son chemin en train d'être effectué va libérer ou amener la libération d'un certain nombre de métabolites qui vont servir éventuellement ou être utilisés par certains microbes pathogènes pour coloniser et en fait assurer leur pathogénicité. En particulier, la dégradation et la libération d'acide sialique et leur présence à l'état libre facilitent la colonisation par Salmonella typhimurium et par Clostridium difficile. On y reviendra. Mais dans beaucoup de systèmes bactériens et maintenant dans des modèles viraux aussi, on s'aperçoit avec des Escherichia coli pathogènes, avec Clostridium difficile, on vient d'en parler, avec Vibrio cholerae, le bacille du choléra, avec Citrobacter rodensium, qui est un pathogène de la souris, mais qui mime la pathogénicité de certains colibacilles entéropathogènes. Les références sont là. Tous ces microbes sont passés par ces étapes où on a éliminé le microbiote et montré qu'il devenait bien plus pathogène, plus rapidement et à moindre inoculum. Donc, cet effet de barrière du microbiote, il est clairement établi. Alors la question c'est à quoi correspond-il au fond sur le plan biologique cet effet de barrière, parce que c'est un terme un petit peu général. Il y en a plusieurs que je vous ai notés ici et puis on reviendra sur deux ou trois tout de suite après. Il y a tout d'abord la saturation des récepteurs. Les microbes, pour rester présents dans l'intestin ou sur une autre surface en fait, ont besoin à un moment ou à un autre pour les pathogènes de s'accrocher à des récepteurs. Or, ce microbiote sature un certain nombre de récepteurs, en particulier ces sucres complexes, les terminaisons des sucres complexes, les acides sialiques par exemple, à l'extrémité des mucines ou même éventuellement sur les cellules. Ils doivent, au fond, ces microbes pathogènes, s'insérer dans des réseaux, dans des flux métaboliques, comme on l'a dit, très établis, et donc robustes et résilients, qui, au fond, tout bêtement, va les priver de nutriments essentiels. Et souvent, les pathogènes ont un certain nombre, Shigella, c'est le cas, par exemple, d'oxotrophie, c'est-à-dire qu'ils ont perdu par pathoadaptation un certain nombre de voies métaboliques. Et donc, sans ces voies métaboliques, ils sont incapables de survivre et de se multiplier dans la lumière, donc de coloniser, et de facto vont être extrêmement sensibles à cette soustraction, à cette subtilisation, en fait, de métabolites importants, de nutriments importants, par le microbiote. Il y a aussi des systèmes antibactériens. Ce microbiote, j'y ai déjà fait allusion rapidement. Certaines bactéries qui le composent produisent des antibiotiques à faible dose, qui ne sont pas, au fond, bactéricides, antibactériennes puissamment, mais qui assurent des processus de régulation, en particulier, comme l'a montré Julian Davis. Des bactériocines, qui sont des produit des petits peptides qui se combinent pour faire des pores dans les membranes microbiennes, des bactériophages, et puis on y reviendra rapidement à la fin, ce qui s'appelle des appareils de sécrétion, en particulier l'appareil de sécrétion de type 6, qui est un vrai système de lutte antimicrobienne. Et là, on rentre dans une nouvelle, au fond, phase de la compréhension du mode de fonctionnement de cette barrière. Et puis, bien entendu, il y a les effets indirects de la présence de ce microbiote, ce que Elie Metchnikoff appelait l'inflammation physiologique, c'est-à-dire qu'il assure en permanence le maintien d'un certain degré d'inflammation, mais très faible, non pathologique, qui va maintenir le microbiote à distance, donc il s'autorégule lui-même dans sa proximité de l'épithélium. Mais bien entendu, ça ne touche jamais le degré d'inflammation massif que va déclencher un pathogène. Mais ça participe aussi à ces mécanismes de défense et, au fond, indirectement à renforcer la barrière, y compris avec les peptides antimicrobiens, des lectines ou des radicaux superoxydes, comme on l'a mentionné. Donc vous voyez un système extrêmement élaboré et encore une fois issu d'une longue coévolution. Alors, je voudrais voir deux aspects, et on terminera là-dessus, au fond, qui sont assez emblématiques des fonctions de cet effet de barrière microbienne contre les intrus, contre les pathogènes. Le premier, c'est, au fond, la compétition pour l'acquisition de nutriments. La survie dans cet environnement, elle se fait au prix d'une compétition qu'on peut qualifier d'impitoyable, car les ressources
quoi qu'on en dise, sont toujours, à un moment ou à un autre, les ressources nutritionnelles sont limitées. Et au fond, c'est l'extension à l'in vivo, à l'animal, au tube digestif, des équations que Jacques Monod avait élaborées dans les années 50-60 sur la relation entre la concentration limitante de nutriments et la croissance bactérienne. Rien de nouveau là-dedans. Et au fond, le paramètre du maintien de l'homéostasie et de l'intégrité des populations microbiennes complexes est tel que, du fait de au fond, sa mise au point, si l'on peut dire, par l'évolution, il est, comme on l'a dit, extrêmement robuste, stable et résilient. Et c'est ce que je mentionne toujours en appelant ça, au fond, la loi du premier occupant. Donc, la compétition pour des nutriments, elle peut être relativement statique, c'est-à-dire le microbe est là et se débrouille, avec l'apparition d'alliances objectives, c'est-à-dire de symbiose, de mutualisme, avec d'autres micro-organismes. L'union fait la force et la logique reste pour beaucoup de ces mécanismes de symbiose à déchiffrer à l'heure actuelle. Et c'est un vrai sujet de recherche de la compréhension de ces flux métaboliques intermicrobiens. Elle peut être aussi, je dirais, dynamique, c'est-à-dire que la bactérie, n'ayant plus de ressources nutritionnelles à un endroit, va se déplacer, d'où probablement une fonction pour les flagelles, et va retrouver un site, une niche écologique plus riche en nutriments. Et puis l'expression d'activité prédatrice, c'est-à-dire que les bactéries vont tuer d'autres bactéries et le pathogène peut le faire comme le commensal peut le faire vis-à-vis du pathogène, par, encore une fois, la production d'antibiotiques, de colicines. Bactériophage reste à démontrer jusqu'à quel point c'est important dans ces systèmes, et ces appareils de sécrétion de type 6. Et moi, je dis toujours que la crise de l'antibiorésistance à laquelle on assiste à l'heure actuelle, elle est au fond un dommage collatéral de cette course aux armements intermicrobienne naturelle qui, au fond, a été attisée par l'usage incontrôlé des antibiotiques. On a transformé une situation physiologique d'équilibre populationnel d'un écosystème stable en un écosystème instable avec une prédominance de germes résistants. Alors, pour simplifier un petit peu les choses, au fond, quand on regarde la situation et qu'on réfléchit un tout petit peu à ce qu'on vient de dire, il y a une espèce finalement d'antagonisme entre diversité microbienne et sensibilité aux processus infectieux. C'est-à-dire que plus la flore intestinale commensale se dégrade en diversité et en richesse, plus les micro-organismes pathogènes vont pouvoir en profiter pour pouvoir s'introduire, coloniser et éventuellement assurer plus avant leur processus pathogène. Et au fond, tout ça se met en place dans l'univers anatomique et histologique dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Mais derrière tout ça, il y a des situations extrêmement complexes. Une des situations, par exemple, c'est que le microbiote, cette fois-ci, produit des molécules, on en a déjà parlé, qui sont des molécules qui vont prévenir la croissance, la colonisation et même parfois l'expression des gènes de virulence des pathogènes. Donc là, on est dans un microbiote sain, en bonne santé, qui produit en particulier deux substances qui sont les acides gras à chaîne légère par dégradation, fermentation des sucres, et ces molécules auto-inductrices qui sont nécessaires au quorum sensing, c'est-à-dire à la perception dans ces populations microbiennes complexes, d'où est le bon équilibre et donc la régulation d'un certain nombre de voies métaboliques et, bien entendu, de la division et de la replication bactérienne. Donc, ces acides gras à chaîne légère et un certain nombre de ces molécules microbiennes vont avoir un effet antagoniste direct sur les pathogènes et participer de façon très efficace à cet effet de barrière. Et cet auto-induceur 2, c'est le deuxième type de régulation du quorum sensing, a lui, par exemple,
un effet de régulation négatif sur l'expression des gènes de virulence sur un certain nombre de microbes pathogènes, en particulier sur les Escherichia coli entéro-hémorragiques. Donc il commence à y avoir des exemples très précis, à la fois métaboliques, moléculaires et cellulaires, de ces fonctions biologiques, de ces métabolites produits issus du microbiote qui vont assurer le contrôle, au fond, de la survenue et l'antagonisation de l'implantation de ces bactéries intrus, et en particulier de ces pathogènes éventuellement absorbés pour le tube digestif par voie orale. Inversement, on en a déjà parlé rapidement, un certain nombre de pathogènes vont se servir de molécules qui sont produites par le microbiote résident pour pouvoir se développer plus efficacement, ou de certaines molécules produites par l'épithélium lui-même sous leur propre induction de la réponse inflammatoire. Alors c'est le cas, on l'a déjà mentionné par exemple, de molécules comme l'acide sialique, qui va être libéré à partir des mucines par ces micro-organismes qui sont mucinivores ou qui sont capables d'hydrolyser ces mucines. Donc l'acide sialique est libéré en masse, et si en même temps on détruit ce microbiote, ces métabolites vont être utilisés par un pathogène éventuellement pour pouvoir coloniser, et c'est ce qu'on voit très bien lorsqu'on réenclenche un processus infectieux par une salmonelle par exemple, ou quand on déclenche une colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile. Ce sont très probablement ces métabolites du microbiote qui ont été libérés avec le traitement antibiotique qui vont amener à l'exacerbation des propriétés pathogènes de ces microbes. Donc vous voyez que ça peut marcher au fond dans les deux sens, et encore une fois, l'équilibre est extrêmement complexe. Et puis l'autre aspect, au-delà des aspects nutritionnels, ce sont les aspects de ce que j'ai appelé la course aux armements. C'est-à-dire qu'au fond, va se développer entre les micro-organismes qui constituent le microbiote eux-mêmes de manière à assurer leur équilibre, mais aussi à un moment donné vis-à-vis du pathogène, ou inversement du pathogène vis-à-vis du microbiote, un certain nombre d'outils, d'armes antimicrobiennes dont certaines sont très efficaces. Les métabolites bactériens toxiques, on vient d'en parler, les acides gras à chaîne courte par exemple pour un certain nombre de bactéries, des bactériocines avec éventuellement la résistance aux bactériocines, des bactériophages avec éventuellement la résistance aux bactériophages, donc toujours des systèmes d'équilibre, et puis un certain nombre de systèmes plus complexes, et en particulier ce qui s'appelle l'appareil de sécrétion de type 6, qui est un vrai système d'agression microbien contre d'autres microbes qui soit en sont dépourvus, soit en sont pourvus, mais sont incapables d'assurer le duel de façon efficace, comme ça a été montré très joliment par le groupe de John Makellanos aux États-Unis il y a maintenant quelques années. Alors, juste en 2 diapositives, un travail du laboratoire pour illustrer ça. C'est un travail fait par un chercheur, un postdoctoral américain qui s'appelle Mark Anderson, qui a découvert chez une de nos sous-groupes de Shigella, qui s'appelle Shigella sonei, un opéron complet codant pour un appareil de sécrétion de type 6, alors que chez les autres sous-groupes de Shigella, il est soit absent, soit au fond délété très largement et donc en fait inefficace. Donc un appareil de sécrétion de type 6 qu'on a montré fonctionnellement capable d'effectuer son rôle. Et en fait, pour simplifier, pour ceux qui ne sont pas microbiologistes, l'appareil de sécrétion de type 6, c'est un bactériophage à l'envers, inversé, avec pas mal d'homologie dans les différents composants. C'est-à-dire qu'au lieu de s'engager, comme ici, à gauche de la diapositive, pour en fait mettre en place cette queue qui va injecter l'acide nucléique, le génome du bactériophage à l'intérieur du cytoplasme bactérien, là on est dans un système inversé où cet appareil de sécrétion de type 6, chez les bactéries à gram négatif, assure le passage à travers les 2 membranes et à son extrémité un système d'interaction avec la membrane de la bactérie opposée qui va permettre de la percer et d'y injecter éventuellement un certain nombre d'effecteurs, des DNAs, des molécules au fond toxiques pour la bactérie. Et donc ces bactéries vont se débarrasser d'autres bactéries, soit de façon, comme je viens de le définir, soit éventuellement au cours d'un duel où l'une va envoyer un signal à l'autre
et l'autre va répondre et il va s'engager un duel dont l'issue parfois est difficile à prévoir. Donc ce sont des systèmes tout à fait nouveaux, en tout cas dans leur découverte, et qui assurent, semble-t-il, un rôle important, encore une fois, dans la défense antimicrobienne, antipathogène, mais aussi dans la colonisation. Par exemple, le vibrion colérique, dont il est classique de dire qu'à l'occasion du choléra, la flore intestinale, le microbiote est totalement nettoyé, si je puis dire. En grande partie, cette altération, cette délétion du microbiote est liée à cette fonction de l'appareil de sécrétion de type 6 qui est très efficace chez Vibrion colérique. Alors sur cette diapositive, et c'est une des dernières, il y a deux choses en fait mélangées. Et vous regardez Shigella sonei en bas, et de l'autre côté de la diapositive, Shigella flexneri. Et tout en bas, vous avez la streptomycine. Streptomycine, moins, ça veut dire que l'animal, qui était un animal conventionnel, qui a été gavé par Shigella dans l'estomac, en attendant qu'elle arrive dans le côlon et qu'elle cause l'infection, la colonisation et l'infection. Donc l'animal ici n'avait pas été traité par les antibiotiques, et donc la bactérie doit se débrouiller toute seule, si je puis dire, pour assurer la subversion de cet effet de barrière microbien et coloniser, envahir la surface de l'épithélium intestinal. Et vous voyez, quand on calcule tout bêtement le nombre de colonies bactériennes dans les fécès de ces animaux, on est quelque part dans la moyenne aux alentours de 10 puissance 4, 10 puissance 5, donc d'entre 10 et 100 000 bactéries par gramme de sel. Par contre, si vous traitez cet animal par un antibiotique qui élimine son microbiote, vous voyez que maintenant, le nombre de bactéries que vous récupérez après colonisation et émission dans les selles est de 4 à 5 logarithmes, c'est-à-dire 10 000 fois, 100 000 fois supérieur en nombre par gramme de sel à la bactérie infectant dans des conditions conventionnelles. Et maintenant, si vous prenez un mutant de Shigella sonei auquel vous enlevez la capacité d'exprimer son appareil de sécrétion de type 6, vous voyez que pour l'essentiel, on redescend ici au niveau de base, c'est-à-dire que ce niveau de colonisation là qu'on voyait dans la première partie de l'histogramme, il était assuré essentiellement par l'expression de cet appareil de sécrétion de type 6. Et vous voyez que le microbiote est au fond un élément important, puisque lorsqu'il n'y a pas d'antibiotique, ce mutant delta, appareil de sécrétion de type 6, colonise très très bien. Donc le système n'a sa justification que, bien entendu, dans un environnement riche en microbiotes divers et dont la prédation doit être nécessaire. Et on a identifié, au fond, un certain nombre d'espèces bactériennes, en particulier Escherichia coli, comme étant la cible de Shigella sonei. Et au fond, Shigella sonei va remplacer, c'est une vraie substitution écologique, Escherichia coli à la surface de l'épithélium. Pour Shigella flexneri, qui n'a pas de cet appareil de sécrétion de type 6, vous voyez qu'au fond, elle est incapable de coloniser, contrairement à Shigella sonei, et d'où là aussi, en miroir, l'importance de cet appareil de sécrétion. Donc il y a deux choses ici. La première, c'est encore une fois l'importance de cette barrière antimicrobienne, antipathogène liée à la présence du microbiote, et deuxièmement, en présence d'un microbiote, l'importance de ces mécanismes d'attaque microbiens de manière à s'insinuer, à remplacer éventuellement des microbes du microbiote dans leur position écologique et à pouvoir assurer colonisation et infection. Et il y a dans la littérature de plus en plus d'exemples maintenant démontrant l'importance de ces phénomènes. Et lorsque vous voyez au fond l'intégration de l'ensemble de ce dispositif, ça vous donne une image bien entendu assez impressionnante de cet effet de barrière microbien contre les pathogènes, mais aussi de la capacité néanmoins de certains pathogènes d'arriver à, encore une fois, assurer la subversion de tout ça, ce qui n'est pas manifestement une mince affaire. Alors, excusez-moi, je terminerai avec deux points. Le premier qui a déjà été mentionné, c'est la colite à Clostridium difficile, car c'est un exemple type du rôle, je dirais, jusqu'à la caricature de la barrière microbienne intestinale dans la défense contre un pathogène microbien. Clostridium difficile, c'est un clostridium, donc c'est un gramme positif qui produit des toxines extrêmement puissantes, 2, 3 même cytotoxines, qui sont capables en fait de faire éclater les jonctions des cellules épithéliales,
d'où une fuite, ce qu'on appelle un leaky gut, un intestin qui devient perméable, et la possibilité du microbiote, de substances toxiques, de passer la barrière qui va causer une inflammation tout à fait massive qui est responsable de cette colite ulcéro-membraneuse à Clostridium difficile. Ce qui se passe, c'est qu'on est souvent, surtout dans des environnements hospitaliers ou dans des environnements de maisons de retraite, colonisés par ce Clostridium difficile. Mais si vous avez un microbiote normal, il n'y a pas d'expression du pouvoir pathogène, il reste à distance, dans les conditions qu'on a décrites jusqu'à présent, soumis à l'effet de barrière microbienne. Ces colites pseudomembraneuses, elles surviennent exclusivement lorsque le patient va être soumis à un traitement antibiotique. Et c'est là que les choses se déclarent, et c'est là que les choses se déclarent tout bêtement parce que l'ensemble de cette barrière du microbiote, avec tous les mécanismes que j'ai essayé de vous résumer, d'un seul coup s'effondre, que sont d'ailleurs en particulier libérés au passage un certain nombre de métabolites comme de l'acide sialique dont se nourrit Clostridium difficile, y compris pour activer les gènes d'expression de ces toxines, et le processus infectieux va pouvoir se développer. Donc on est là jusqu'à la caricature dans cette notion au fond de ménage à trois, un petit peu brutale, je vous l'accorde. Alors de là est née au fond, et de cette compréhension est née une approche thérapeutique qui parfois fait un petit peu sourire, qui s'appelle la transplantation fécale. C'est-à-dire qu'au fond, puisque ce microbiote est détruit, essayons de le remplacer. Et comme certains de ces patients, surtout des personnes âgées, ont des rechutes permanentes qui finissent par éventuellement être mortelles, autant essayer, et c'est ce qui a été fait maintenant il y a 5 ou 6 ans, en, au fond, administrant à ces patients, soit sous forme de gélules, soit sous forme d'administration par voie rétrograde, une flore microbienne normale, et le taux de guérison en fait, de ces rechutes qui jusqu'à présent étaient vraiment problématiques atteint maintenant 87% sur certaines études, mais sur les études plus récentes, c'est encore plus que ça, c'est entre 95 et 96%. Donc en fait, on guérit la colite pseudomembraneuse, non pas en traitant Clostridium difficile, mais en remplaçant le microbiote qui avait été éliminé par le traitement antibiotique qui a été la cause de l'affection. Alors il y a bien entendu des petits problèmes de sécurité, des problèmes éthiques, tout ça est en train d'être travaillé de façon extrêmement active à l'heure actuelle. Et au fond, en se basant sur cette notion de fitness cost, un essai d'utilisation dans d'autres circonstances, en particulier, vous savez qu'avec l'émergence de la multirésistance aux antibiotiques, certaines bactéries, au fond, ont des gènes de résistance quasiment à toutes les familles d'antibiotiques et donc sont résistantes et sont bien sûr un drame en cas d'infection, mais aussi une menace en cas de portage, même si le portage est sain. Ceci dit, dans des conditions dénuées d'antibiotiques, ces microbes qui ont accumulé tous ces gènes de résistance ont un coût d'adaptation parce qu'il faut les traîner, ces boulets de gènes de résistance, il faut faire les métabolites qui leur sont attribués, et donc cette bactérie va avoir du mal à s'implanter dans un environnement complexe. D'où l'idée d'utiliser là aussi la transplantation fécale, c'est-à-dire de réimposer à ces microbes un nouvel environnement auquel ils ne sont pas adaptés, dans lequel leur coût d'adaptation ne va pas être couvert, et éventuellement essayer de s'en débarrasser. Et pour l'instant, les premières études montrent un succès d'environ 50%, ce qui peut être un peu décevant, mais qui en même temps, croyez-moi, est vraiment très, très, très important et probablement sur le chemin de l'amélioration. Donc vous voyez que d'aspects très fondamentaux, d'aspects écologiques, d'aspects d'évolution, d'aspects microbiologiques, on en arrive tout de même assez rapidement à des aspects, disons, translationnels, comme on dit maintenant, et de vraies applications médicales. Dernière diapositive, pour vous dire que j'étais très centré sur le tube digestif, parce que bien entendu, d'abord c'est notre organe favori, mais surtout c'est celui dans lequel l'essentiel des travaux sont faits à l'heure actuelle. Les travaux sur le microbiote dans le domaine de l'effet de barrière et de la protection contre les infections se développent bien entendu dans d'autres systèmes, au niveau de la peau, mais surtout à l'heure actuelle au niveau de l'appareil respiratoire. Et au fond, jusqu'à présent, là aussi, on a eu une vision, par exemple, des infections invasives, à pneumocoque ou à méningocoque, au stade ultime de l'infection, c'est-à-dire au stade où le pneumocoque ou le méningocoque est tout seul au niveau de la barrière hémato-encéphalique ou au niveau des capillaires près des alvéoles pulmonaires et va causer son processus infectieux un pour un.
une microbe pour une cellule. Mais au fond, l'origine de cette affaire, elle n'est pas du tout là où je suis en train de le dire, elle est au niveau des muqueuses, et en particulier des muqueuses respiratoires, nasopharyngées, qui sont très colonisées par le pneumocoque. 30% d'entre nous portent un sérotype ou un autre de pneumocoque en permanence dans leur nasopharynx, et pour autant, nous sommes heureusement rarement infectés et développons rarement une pneumonie, voire plus. En période épidémique de méningocoque, jusqu'à 15, 20, 30% des enfants, des adolescents, ont leur nasopharynx colonisé par du méningocoque, mais seulement 1% va faire la dissémination, l'invasion de la barrière nasopharyngée, la dissémination dans le sang et dans la méningite. Mais ces 1%, on aimerait bien vraiment savoir ce qui se passe et quelle est la cause de cette décision soudaine d'un micro-organisme qui est plutôt un commensal de devenir pathogène et d'aller envahir son hôte. Et on pense très fortement que des éléments importants d'altération du microbiote nasopharyngé sont à l'origine, au fond, de ce switch vers la pathogénicité de ces micro-organismes et de leur capacité d'envahir, avec probablement de fortes participations environnementales. On sait par exemple en Afrique subsaharienne, dans le Sahel, les épidémies de méningite à méningocoque A suivent généralement les épisodes de vent chaud qui sont saturés de particules de silice, du sable du désert, qui dessèchent et qui altèrent la muqueuse nasopharyngée, et probablement l'altération du microbiote va faciliter au fond la prise de pouvoir du pathogène en puissance et sa dissémination. Donc voilà, je suis probablement j'étais un petit peu long dans toute cette présentation et je vous demande de m'en excuser, mais c'est un sujet qui est au fond aussi riche que la richesse et la diversité de bactéries qui constituent le microbiote. Donc je vais terminer là sur cette ouverture vers d'autres organes, vers d'autres systèmes et éventuellement essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, je vous remercie. Oui, ça m'arrange de voir, parce que je ne vois pas bien les mains. Donc s'il y a des questions dans la salle, levez le doigt. Oui, allez-y. Vous appuyez sur le petit bouton et vous parlez fort. Oui, bonjour. Il existe des antibiotiques qui ne sont pas d'origine pharmaceutique. Et est-ce qu'on constate les mêmes effets que ceux que vous avez décrits quand c'est eux qui sont administrés? Oui, je pense que ce que vous appelez non pharmaceutiques sont les molécules produites par des souches bactériennes ou microbiennes, par des actinomycètes ou autres. Non, en gros, ces effets avec Clostridium difficile, on les voit avec les... C'est un peu difficile de vous répondre parce qu'on les voit avec des bêta-lactamines, mais souvent qui sont des antibiotiques naturels, mais qui ont été modifiés aussi par l'industrie. Donc les molécules sont un petit peu mixtes. Mais au fond, je pense que c'est pas tellement... Je vois très bien votre question et c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que ça a été regardé de façon très précise parce qu'encore une fois, il y a souvent un petit peu de confusion sur la nature de l'antibiotique. Mais il y a aussi l'effet de dose qui est important dans cette affaire-là parce que ce sont généralement des grosses doses qui sont administrées au plan thérapeutique et les effets sur le microbiote sont massifs, alors que ce qu'on pourrait considérer comme les antibiotiques naturels restent quand même à des concentrations très faibles. Parce que évidemment l'idée serait peut-être de se dépêcher d'aller en Nouvelle-Zélande ou au fin fond de la Chine, faire des prélèvements pour voir si ça a eu le résultat similaire aux molécules d'origine purement pharmaceutique. Avant que les personnes quittent ce monde et soient traitées par des molécules d'origine chimique. Oui, bien sûr, oui. Je vois. Madame, mettez le micro, s'il vous plaît, on entend très mal. Je ne vais pas appuyer avec assez d'énergie. Est-ce que le microbiote de la conjonctive a été étudié pour toutes les maladies de surface du globe oculaire, avec l'effet barrière, etc.
Oui, alors bon, il y a moins de microbes que dans l'intestin, comme vous Il y en a pouvez quand même. l'imaginer. Mais oui, c'est en train. Tous les microbiotes sont. Il y a un programme du NIH qui a été mis en place il y a 5-6 ans maintenant qui vise à étudier absolument tous les microbiotes de toutes les surfaces possibles et imaginables dans des centaines d'individus dans des régions différentes, enfin avec des alimentations différentes et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point à côté de votre question, mais oui, il y a un microbiote de la conjonctive qui est pauvre par rapport à d'autres microbiotes et qui se rapproche très très fort du microbiote cutané en fait. Oui. Il y a des corynébactéries, il y a des staphylocoques épidermidis, mais les méthodes moléculaires maintenant ont ça d'exceptionnel, c'est que ça devient presque difficile de trouver une surface qui ne contienne pas de microbes. Alors le problème de l'approche moléculaire, c'est que ça identifie aussi des bactéries mortes ou de l'ADN circulant, puisque c'est basé quand même, pour en tout cas la métataxonomie 16S, sur un gène sur l'ensemble du micro-organisme. On en est au point où maintenant il y a quelques papiers qui ont montré qu'il y avait des microbes dans le placenta pendant la grossesse. Certains sont pas loin d'essayer de démontrer que le fœtus éventuellement héberge des microbes, alors que le fœtus est considéré comme un sanctuaire stérile jusqu'à preuve du contraire. Il y a tout un travail maintenant qui se met en place. Mais l'effet de barrière cutanée, de la flore cutanée, il est évident. L'effet de barrière d'un microbiote conjonctival, franchement, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si ça a été fait. Je n'ai pas vu de papier, en tout cas, mais ça peut m'échapper. Juste par ici. Oui. Tu t'approches du micro, là, peut-être. Moi j'ai une question, c'est qu'en fait dans les revues on voit deux bactéries qui sortent, qui sont souvent associées au Healthy Gut, hein, c'est Christensenella et Akkermansia. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur peut-être leur mode d'action et pourquoi ils sont liés à un Healthy Gut? Oui, alors il y a ça, puis il y en a une autre aussi qui est Faecalibacterium prausnitzii, qui est vraiment associée à l'intestin en bonne santé et absente systématiquement dans les maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple, en particulier au cours de la maladie de Crohn. Oui, ce sont des bactéries qui sont vraiment engagées dans des processus homéostatiques. Par exemple, l'Akkermansia digère les mucines et on sait que les mucines, il en faut ni trop ni pas assez. Donc il y a une vraie homéostasie très très robuste qui s'est mise en place et probablement d'autres fonctions d'Akkermansia qui restent à définir. Faecalibacterium prausnitzii fait partie d'une famille de bactéries qu'on considère, en tout cas que Joël Doré, qui l'a mis en évidence avec ses équipes à l'INRA, considère comme des bactéries anti-inflammatoires. Et il y a de plus en plus effectivement cette notion que dans les maladies inflammatoires de l'intestin, alors que ce soit le primum movens ou que ce soit un effet secondaire de l'inflammation qui va éventuellement entraîner l'accentuation du processus inflammatoire, qu'un certain nombre de populations bactériennes disparaissent et puis d'autres apparaissent en fait, en particulier des protéobactéries, des colibacilles, ce fameux colis entéro-adhérent, entéro-invasif qu'avait montré Arlette Darfeuille à Clermont-Ferrand, qui est quasiment trouvé systématiquement au cours de la maladie de Crohn, sans savoir encore une fois s'il est présent à très 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 faible densité chez l'individu sain et se révèle par la pression sélective de l'inflammation liée à la maladie de Crohn qui se développe, ou si c'est vraiment un agent étiologique de la maladie ou un élément qui participe à l'étiologie de la maladie qui est peut-être en fait multifactoriel. Mais oui, il y a vraiment un travail à l'heure actuelle, c'est un peu ce que j'appelais la microbiologie cellulaire de la symbiose, c'est d'essayer au fond d'interroger sur des bases génétiques, moléculaires, cellulaires, qu'est-ce que font ces microbes véritablement et qu'est-ce qu'ils font à leur hôte, avec des difficultés parce que autant les phénotypes pathogènes sont clairs. Vous adhérez à une cellule, vous envahissez une cellule, vous tuez une cellule, ça c'est assez facile à voir sous le microscope. Autant les readouts, comme on dit, les lectures phénotypiques pour des symbiotes ne sont pas toujours très faciles. Donc, et il y a beaucoup de redondance en plus.
Donc les phénotypes des mutants ne sont pas toujours très clairs. C'est un autre monde, hein, quand même. Oui, là. Est-ce qu'on peut définir un microbiote sain en pourcentage de bactéries? Par exemple, 50% d'entérocoques, 20% d'Escherichia coli. Bon, on peut, à la louche, si je puis dire, Oui. définir un microbiote sain. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas un microbiote sain, il y a des microbiotes sains. Si on reste sur l'analyse taxonomique, c'est-à-dire les gènes codants pour les ARN-CSS, on définit, d'ailleurs généralement on ne définit pas des espèces, on définit ce qu'on appelle des OTU, Organization Taxonomy Units, c'est-à-dire qu'on est plus près du genre que de l'espèce. Mais bon, au fond, on ne partage, vous et moi, vivant probablement quand même dans des conditions environnementales assez proches, qu'un très très faible pourcentage de bactéries identiques. Et donc il y a une diversité interindividuelle qui est énorme. Mais ça, c'est parce qu'on reste à l'échelle du taxon, des phyla. Mais maintenant, si vous allez à l'échelle de la métagénomique, c'est-à-dire que vous comparez en fait l'ensemble des gènes de l'ensemble du génome, de votre génome et du mien dans l'intestin, là, on a quelque chose qui va être probablement de l'ordre de 50-60%, voire plus. Parce qu'au fond, on tape au cœur de ce qu'est la réalité de la coévolution. C'est-à-dire que la nature, elle se fiche que ce soit un staphylocoque ou un pneumocoque ou plutôt un Akkermansia. Encore peut-être Akkermansia, c'est un peu une exception. Mais bon, elle se fiche d'identification microbiologique. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un capital métabolique apporté par ce microbiote qui soit ce qu'il doit être. Et ce capital métabolique, au fond, il peut être fourni par un entérocoque comme par un autre micro-organisme. Vous voyez. Donc ce qui compte, c'est l'assemblage et le capital génique, ce n'est pas l'espèce. Et du coup, on est dans la diversité et dans la difficulté, effectivement, de définir. Et on le voit bien quand on essaye de trouver des signatures pour établir des corrélations avec les maladies. C'est très, très, très difficile. Et de plus en plus, les gens, non seulement les chercheurs, nous aussi, ont tendance à sauter cette étape microbiologique et à se dire, au fond, ce qui compte, ce n'est pas tellement le microbe, c'est ce que produit le microbe. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est une signature métabolique, ce qu'on appelle maintenant métabolomique, parce qu'on fait ça à haut débit en spectro de masse. Et au fond, il y a de plus en plus de gens qui n'hésitent pas à sauter le pas et à dire, au fond, on va chercher maintenant des signatures biologiques de la production par ces microbes. Du coup, on finit par oublier les espèces bactériennes. C'est triste. Merci. Monsieur, puis madame. Oui, j'aimerais juste poser une question. Il y a pas mal de publications sur la diversité du microbiote chez des types aux États-Unis, les gens avec une alimentation entre guillemets déséquilibrée. Et du coup, est-ce qu'il y a un lien entre finalement cet appauvrissement de la diversité du microbiote et des pathologies, type des pathologies inflammatoires ou allergiques? Ce qu'on voit, c'est une très bonne question. C'était au fond pas l'objet de ma présentation. J'en ai parlé très très rapidement. Je pourrais si vous voulez, j'ai un autre diaporama là, je peux vous le faire. Il y a clairement, et c'est connu même avant la métagénomique, ça a été fait dans les années, dès le début des années 2000. Il y a un appauvrissement, en particulier dans les pays industrialisés et donc les pays à régime alimentaire qui ont perdu, je dirais, leur marque traditionnelle et qui sont dominés au fond par des excès de graisse, de protéines et souvent aussi de carbohydrates. Il y a une trace. Alors, premier élément, dans toute cette variabilité qu'on peut observer, le paramètre essentiel, c'est l'alimentation, c'est la diète et une grosse partie des modifications dans les profils microbiens ou métaboliques. Quand on compare par exemple un Européen, un Japonais qui ont des diètes tout à fait différentes, les différences, elles sont liées à ça pour l'essentiel. Bon, pour revenir aux pathologiques, oui, il y a clairement une corrélation entre l'appauvrissement du microbiote, en particulier en diversité,
et l'apparition, par exemple, de l'obésité et du diabète de type 2. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui relie à l'inflammation, on s'aperçoit, nous on l'a montré d'ailleurs récemment, on l'a publié, qu'un régime très riche en graisse chez l'animal, chez la souris, dans les jours qui viennent, entraîne une perturbation massive de la barrière épithéliale intestinale. Le mucus collapse, les bactéries viennent très proches, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, de cette espèce de no man's land de l'épithélium intestinal. Il y a de l'inflammation, donc il commence à se faire jour une espèce finalement de concept que dans l'obésité et le diabète de type 2, il y a une composante inflammatoire intestinale qui est liée à cette dysbiose en rapport avec un appauvrissement microbien, en particulier probablement à la perte de beaucoup de ces bactéries anti-inflammatoires dont on parlait, qui sont éliminées à l'occasion de ces régimes, en particulier riches en graisse. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on l'a observé, il y a deux choses qu'on peut dire. La première, c'est qu'il y a une vraie tendance à l'appauvrissement global de nos microbiotes dans nos régions. Et ça a été très bien montré dans un papier en 2012 montrant que des enfants ou des adultes même américains avaient à peu près moitié moins d'espèces microbiennes dans leur intestin que des enfants et des adultes d'Amazonie ou du Malawi. Donc une impression quand même d'une sérieuse perte de diversité qui peut avoir effectivement, c'est le concept de cette histoire d'hypothèse hygiéniste où l'appauvrissement microbien lié à l'alimentation, à la stérilisation des aliments, aux antibiotiques, à l'hygiène globale fait que notre système immunitaire est plus suffisamment stimulé et qu'au fond, en présence d'allergènes, il perd les pédales et la moitié de nos enfants maintenant sont atopiques et 30% asthmatiques. Donc il y a ça. Et puis il y a la nécessité de le démontrer au laboratoire ou surtout dans des études cliniques. Et il commence à y avoir un début d'études cliniques montrant que des transferts fécaux, par exemple, à des personnes qui ont une forme relativement avancée d'obésité avec ce qu'on appelle un NASH, c'est-à-dire une stéatose hépatique et une intolérance au glucose quand ce n'est pas un diabète de type 2. Alors on ne les fait pas maigrir en changeant leur flore microbienne, en tout cas pas encore, mais on rétablit l'intolérance au glucose. Par exemple, les niveaux d'insuline diminuent, la résistance à l'insuline diminue. Donc on voit commencer à bouger un certain nombre de paramètres biologiques dont on sait qu'ils sont importants dans la physiopathologie de l'obésité et du diabète, simplement par le transfert fécal. Donc je pense que ça va venir. Je ne pense pas qu'on soit arrivé de loin à la limite des possibilités de ces nouvelles approches. La question est de savoir si ça restera du transfert fécal ou si on arrivera à terme à remplacer tout ça par des immunostimulants qui vont compenser éventuellement les effets délétères de la malbouffe et puis cet appauvrissement microbien qui est assez problématique quand même par rapport à la survenue de toutes ces maladies dites postmodernes qui sont presque épidémiques maintenant. Madame, vous aviez une question ? Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'aspect stérile du fœtus. Et j'ai entendu dire, j'ai lu peut-être même aussi, que les bébés nés par voie basse ou par voie haute n'avaient pas le même microbiote. Oui. Parce qu'ils n'étaient pas en contact avec le même type de bactéries au moment de la naissance. Alors, est-ce que ça a un impact après sur leur facilité de digestion, etc. Ouais. Puisqu'on raconte que les bébés qui ont des gaz intestinaux sont ceux qui seraient nés par césarienne et les autres non. Tout ça est à démontrer, mais enfin, il y a de fortes quand même d'évidence qu'il y a quelque chose à envisager là-dessus. Oui, donc les enfants nés par voie naturelle ont une flore. En fait, la flore intestinale, elle se construit en 2 ans à peu près chez le nourrisson. Et en 2 ans, elle est à peu près mature pour le restant de la vie. Mais ces 2 ans, apparemment, sont très, très, très importants. Et s'il y a un retard ou une altération dans la programmation de l'implantation de ce microbiote, par exemple, il y a des travaux de Martin Blaser à New York qui ont montré que les nourrissons qui ont des traitements antibiotiques très lourds, pour une raison justifiée, éventuellement des infections graves, ont 22-25% de risque
par rapport à la population générale de développer une obésité plus tard dans l'enfance ou à l'adolescence. Donc clairement, en restant un peu dans la caricature, c'est-à-dire on donne des antibiotiques et on détruit le microbiote, il y a maintenant des effets qui sont clairement démontrés. Alors maintenant, est-ce que dans l'accouchement par les voies naturelles ou par césarienne, il y a une vraie pathologie en pointillé à envisager ? Pour l'instant, ce n'est pas clair. Clairement, effectivement, le microbiote est beaucoup plus diversifié d'emblée lorsque l'enfant naît par les voies naturelles parce qu'il hérite de la flore vaginale et de la flore fécale de la maman. Lorsqu'il est accouché par les voies naturelles, il hérite de la flore cutanée essentiellement, qui est quand même relativement limitée en diversité par rapport à ce qui se passe dans le vagin et dans l'intestin. Donc on peut imaginer, et on voit effectivement, au fond, la césarienne, c'est un peu un marqueur des développements. C'est une espèce de... Bon, parfois elle est justifiée, mais elle est très rarement justifiée. C'est plus, bien souvent, au Brésil par exemple, 90% des accouchements se font par césarienne, ce qui est une aberration. On se demande si ce n'est pas un paramètre de plus à introduire dans cette hypothèse hygiéniste là, qui fait que, au fond, notre monde microbien ne se construit pas correctement par rapport à la façon dont il se construisait avant l'hygiène, et qui sont les conditions dans lesquelles l'évolution, la coévolution s'est faite, et le système d'homéostasie s'est bâti là-dessus. Il ne s'est pas bâti sur la césarienne ou sur les antibiotiques ou sur le régime riche en graisse. Donc on a des vraies questions là-dessus, et c'est un domaine passionnant parce qu'il y a de plus en plus d'études cliniques qui consiste à en fait ensemencer le tube digestif de l'enfant à la naissance. Alors ça pose quelques problèmes éthiques que certains comités d'éthique ne laissent pas passer, que d'autres considèrent que le sujet est trop important pour ne pas le faire. Mais oui, on en est vraiment, on est rentré dans cette phase translationnelle par rapport au microbiote parce qu'on considère généralement quand même que même s'il y a un petit peu d'exagération parfois dans ce qu'on lui prête, il y a quand même beaucoup d'éléments qui restent très très convaincants. Oui, je ne suis pas du tout compétent dans le domaine que vous avez traité, c'était passionnant ce que vous avez raconté. J'imagine le cas d'un malade qui a un microbiote qui n'est pas opérationnel et qui lui pose des problèmes de maladie. Les causes de cette maladie, vous avez parlé par exemple du type de nourriture qu'il a ingurgité, etc., vont rester. Alors, on lui fait une translation fécale et donc on remet un microbiote, disons, au niveau zéro, au niveau initial qu'il aurait dû être. Qu'est-ce qui va empêcher que les mêmes dégradations qui l'ont conduit à la maladie se reproduisent ? Ah ben rien. Rien, sauf si c'est vraiment le microbiote qui est en cause. Auquel cas, bien entendu, de remplacer, on a le traitement idéal. C'est vraiment ce qu'on voit avec colite à Clostridium difficile, et comme bon, il y a des échecs, il faut parfois refaire la transplantation fécale plusieurs fois, 2 ou 3 fois, mais ça finit par marcher. Donc dans ce cas-là, on y arrive. Dans d'autres circonstances, ça a l'air effectivement plus compliqué, probablement parce que le microbiote est un des éléments de la physiopathologie et pas le seul. Et du coup, on va avoir un bénéfice pendant quelques mois, mais ça va revenir à finalement la pression sélective par la maladie va resculpter le microbiote et le ramener à son état antérieur. Oui, on n'en est pas beaucoup plus loin à l'heure actuelle dans les approches. Merci. Oui, monsieur ? Vous avez dit que le microbiote assure aussi l'apport en énergie. Vous avez même dit 50%. Vous pouvez préciser si j'ai bien... Non, attention, pas l'ensemble de notre capacité énergétique. C'est 50% pour la muqueuse colique. D'accord. C'est-à-dire le côlon, du fait de la quantité de microbes dans le côlon est énorme. C'est 100 000 milliards. Donc il y a de quoi manger là pour les cellules coliques, et probablement elles sont devenues un petit peu paresseuses et en fait elles se servent de ce que produit mais c'est probablement un système aussi pour éviter que ces acides gras à chaîne légère circulent trop. Ils ont un bon côté. On pense de plus en plus que ces acides gras à chaîne légère circulent et sont importants, éventuellement le butyrate, dans des étapes tardives de développement. Par exemple, à la naissance, la souris, pour l'homme, c'est pas aussi clair, mais la souris à la naissance a une barrière hémato-encéphalique qui est immature et elle ne mature pas correctement chez la souris axénique, jump-free.
Et par contre, si on repeuple son intestin, on la gave avec une flore intestinale, elle va faire maturer sa barrière hémato-encéphalique. C'est quand même important, parce que la barrière hémato-encéphalique, c'est ce qui protège le cerveau contre les molécules toxiques. Et il semble que le butyrate circulant, parce qu'il a en particulier une fonction d'inhibiteur des histones déacétylases, c'est une drogue épigénétique, en fait, le butyrate, peut intervenir de façon positive, mais éventuellement parfois de façon négative, dans la physiologie et dans l'économie générale. Mais maintenant, pour l'aspect calorique, c'est quand même essentiellement, disons, le côlon qui se sert de ça pour vivre. Et c'est vrai que le côlon des souris germ-free, les cellules sont vraiment en stress nutritionnel. Ça se voit sur les cellules, très important. Merci. J'aurais voulu savoir si dans le microbiote, on inclut ou pas les protozoaires. Exemple, les amibes. Parce que quand on change de pays, d'alimentation, souvent on a besoin de soins. Ouais. Jusqu'à présent, pardon, je vous laisse finir. Non, jusqu'à présent, on n'a pas trop regardé parce que pour des raisons à la fois, je dirais, de bactériocentrisme et puis de technique, parce qu'au fond, on a utilisé beaucoup la métataxonomie, et la métataxonomie, c'est 16S, donc c'est les prokaryotes. Et du coup, c'est complètement biaisé, c'est-à-dire qu'on loupe les eucaryotes, les protozoaires, les parasites, les champignons. Voilà, heureusement, on loupe aussi les cellules humaines, parce que c'est quand même, ça fait beaucoup d'ADN dans l'intestin qui parasite les choses, mais au moins là, pour une fois, on ne l'a pas. Donc pour ces raisons-là, en gros, ça n'a pas été tellement regardé. Mais là maintenant, avec à la fois la métagénomique, mais qui est quand même relativement lourde, surtout pour des études larges épidémiologiques, et l'ARN 18S, on commence à effectivement faire entrer plus que les bactéries et plus que les protozoaires, les bactériophages, les champignons. Il y a tout un mycome qui est maintenant bien détaillé. Oui, c'est en train de s'élargir. Alors, effectivement, c'est intéressant parce que dans certaines populations humaines, les protozoaires sont assez abondants et semblent même remplacer Laure Ségurel au Musée de l'Homme a fait beaucoup de métataxonomie sur la flore intestinale des pygmées et des populations pygmées et bantous au Cameroun, celles qui vivent vraiment dans leurs conditions ancestrales et puis celles qui vont à la ville. Et manifestement, ceux qui vont à la ville tendent à perdre leur protozoaire et récupérer peu à peu une flore, disons, conventionnelle, habituelle. Et par contre, ceux qui restent dans leur environnement ancestral ont une assez forte prédominance de protozoaires qui apparemment ne sont pas pathogènes, mais qui semblent s'associer à une plus faible diversité microbienne. Alors, est-ce que c'est une situation pathologique ? Est-ce que ces protozoaires prennent la place dans la symbiose et font des usines peut-être plus capables de faire des métabolites diversifiés que les bactéries? Tout ça, c'est des questions en suspens à l'heure actuelle. Julien, tu peux arrêter la lumière. Oh, pardon. En tout cas, c'est une discussion très intéressante. Merci. Moi, j'avais une question par rapport... donc, depuis une vingtaine d'années, on a vu beaucoup d'évolutions, de corrélations justement entre le microbiote et donc les maladies type inflammatoires, l'obésité, voilà, tout ce qui a été un peu discuté aujourd'hui. Ce qui est, on va dire, intellectuellement concevable. On voit aussi de plus en plus d'études sur des corrélations potentielles entre le microbiote et des choses moins directes comme la schizophrénie, la maladie de Parkinson, la myopie. Voilà, on voit quand même pas mal d'études qui vont bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et voilà, je me demandais un peu l'opinion qu'on pouvait avoir sur ce genre d'études très lointaines en fait du système épithélial. Non, le premier point, Nalini, c'est que au fond, on ne peut pas empêcher les gens de chercher, et je crois que c'est dans un domaine comme celui-là,
qui a apporté au fond autant de surprises, pourquoi pas? C'est le moment d'être fou et de voir un peu les choses. Il y a deux problèmes, bien entendu, qui sont le premier, on reste pour l'essentiel dans la corrélation. Et l'aspect, disons, expérimental est difficile parce que les modèles d'autisme murin ou de schizophrénie murine sont assez discutés. Donc on ne sait pas très bien si on parle d'une chose équivalente à la maladie humaine. Et pour ce qui est de l'expérimentation humaine, disons, on est encore relativement loin, même si il commence à y avoir des tentatives de transplantation fécale dans des formes graves de dépression, par exemple, dans la période de profonde dépression, ou éventuellement, je pense qu'il y a des choses aussi dans les formes résistantes aux thérapeutiques de schizophrénie. Bon, ça va venir, hein, de toute façon, c'est une évidence, même si les données mécanistiques restent quand même souvent relativement discutées ou voire discutables. Mais il y a quand même des bases à ça. Je veux dire, des microbes fabriquent des neuromédiateurs, fabriquent de la sérotonine et fabriquent en grande quantité. Les microbes assurent la maturation du système myo-entérique. Sven Peterson a quand même montré très joliment que les souris Jumfrey à la naissance, les souriceaux Jumfrey avaient un comportement différent. En gros, ils ont un comportement d'enfant hyperactif, ils courent dans tous les sens, ils n'ont pas peur, ils sautent du bord de la table. Enfin bon, alors que si dans la journée qui suit, on leur met une flore, ils redeviennent des enfants normaux. Donc il y a quand même des éléments troublants. Moi, je pense qu'il faut rester très, très, très ouvert et en même temps, il ne faut pas délirer, quoi. C'est toujours difficile, mais c'est une période comme ça, le soufflet monte là. La question est de savoir jusqu'où il va redescendre. Une question à droite, Philippe. Concrètement, que faut-il faire pour garder son microbiote en bon état? Ça, c'est une bonne question. J'aurais dû la mentionner d'ailleurs, parce que c'est la seule question importante. Je crois que le microbiote, au fond, si on raisonne de façon logique, c'est nous. Donc le microbiote, il sera en bonne santé si on se garde nous-mêmes en bonne santé. Donc ça veut dire que, au fond, tous les paramètres environnementaux qu'on a mentionnés, qui de toute manière altèrent notre santé, il n'est pas improbable que d'une manière ou d'une autre, ils le fassent directement ou indirectement par l'intermédiaire du microbiote. Donc je pense que tous les paramètres alimentaires, tous les paramètres de toxicité environnementale, on en a parlé éventuellement pour le microbiote respiratoire, hein, parce qu'il n'y a pas que le microbiote intestinal, le tabac, mais tout ça c'est connu, c'est des facteurs de maladies inflammatoires de l'intestin, c'est des éléments environnementaux. Donc je crois qu'il n'y a pas de secret. Alors après, je ne sais pas, si vous voulez m'amener sur le chapitre des probiotiques, je suis moins d'accord, mais ça c'est un autre problème. Ah oui, madame était avant. Madame était avant. Allez-y. Rapprochez-vous du micro. Vous pouvez lui donner le micro? S'il vous plaît. Merci. Merci. Le microbiote au XIXe siècle n'était pas perturbé par des antibiotiques et d'autres problèmes de pollution. Or, il était bien désarmé contre le bacille de la typhoïde. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas son travail? Il était complètement désarmé. La typhoïde était un fléau qui dévastait, qui était mortel. S'il y avait eu que la typhoïde, ça serait déjà bien. Non, vous avez absolument raison. Je pense que d'abord, une chose, c'est que probablement le microbiote a été aussi... le système immunitaire c'est probablement forgé non seulement à partir du microbiote, mais aussi à partir des pathogènes. Et c'est vrai que la diminution de l'incidence, voire la disparition des pathogènes est sans doute quelque chose qui a fait que le système immunitaire a perdu un petit peu ses marques. Et puis au-delà de la typhoïde, qui est un très bon exemple, il y a tout ce qu'on oublie, qui était la vie quotidienne des enfants. Pas besoin d'être au XIXe siècle, jusqu'à il y a une ou deux générations, c'était les parasites. Tous les enfants, nous-mêmes, enfin moi je me souviens, on avait des oxyures, on avait des ascaris. Et ça, c'est un puissant moteur de la différenciation du système immunitaire muqueux. Donc,
l'univers était tellement saturé de pathogènes que ça finissait par passer quand même. Et nous, on le voit aujourd'hui, on travaille, je vous l'ai dit rapidement en introduisant, sur ce qu'on appelle l'entéropathie environnementale pédiatrique. C'est que les enfants en Afrique subsaharienne ont une surcolonisation de l'intestin grêle par des bactéries qui ne devraient pas être là, ni en qualité, ni en quantité. Et ça entraîne une inflammation chronique de bas niveau de l'intestin grêle. Ça entraîne un dysfonctionnement des cellules souches avec une atrophie intestinale. Et ces enfants, au fond, ils ont une malnutrition, même s'ils sont nourris normalement. Et cette malnutrition entraîne à la fois un retard de croissance, un retard de développement staturopondéral, ils sont plus petits, et des retards d'acquisition scolaire en particulier, il y a un retard psychomoteur. Et au fond, c'était peut-être la situation de nos petits au XIXe siècle. C'est-à-dire ils étaient tellement sursaturés de pathogènes, de parasites, que leur système immunitaire était stimulé en permanence. Et au fond, on voit que maintenant, ces enfants, ils sont très souvent porteurs de germes pathogènes, actuellement, contemporains en Afrique, et pourtant, il n'y a pas de maladie. Donc probablement c'était une espèce d'équilibre qui s'était réalisé. C'est-à-dire que cette absence d'hygiène et cette surreprésentation de microbes à tous les étages du tube digestif avaient un prix à payer qui était celui d'un certain retard de développement staturopondéral. Je n'irai pas jusqu'à vous rappeler parce que je ne sais pas si c'est directement lié, mais c'est en tout cas corrélé à l'hygiène que l'espèce humaine a pris plusieurs centimètres, en tout cas dans nos régions. Hein. Les conscrits de la guerre de 14, leur taille moyenne c'était 1,58 m. Vous voyez la taille moyenne aujourd'hui. Donc il s'est passé des choses quand même entre-temps. Et donc ces enfants probablement avaient cette condition d'hypersaturation de leur muqueuse par des microbes, y compris des pathogènes, en payaient un certain prix, qui était en particulier cette peut-être retard statural, mais en même temps, on avait le bénéfice d'être protégé contre des pathogènes parce que le système immunitaire était stimulé en permanence et l'immunité innée fonctionnait à un niveau très élevé. Alors, avec ça, malheureusement, je veux dire, encore une fois, cet univers était tellement saturé de pathogènes, c'est un cercle vicieux, qu'il y en avait qui finissaient par passer, liés à la tuberculose, la diphtérie, tout ça, c'est des microbes qui devaient coloniser les voies respiratoires de manière... Donc c'est des équilibres et c'est vrai que depuis un siècle, on a quand même mis un sacré coup de pied dans la fourmilière et on ne sait pas ce que nous réserve vraiment l'avenir avec ces nouvelles maladies, ayant perdu une grande partie de nos marques par rapport aux agents infectieux, y compris aux pathogènes. Donc c'est une question qui est importante au fond sur notre réflexion sur l'évolution, parce que là on a vraiment subi une étape d'évolution très accélérée depuis 3 ou 4 générations. Juste, ce que tu nous as raconté, tendrait à suggérer que la phagothérapie devrait se développer un peu plus, parce que ça pourrait être quelque chose de plus spécifique et de plus ciblé par rapport à... Oui, ça commence à... Ce qui est bizarre, c'est qu'au fond, il n'y a pas encore... Bon, il y a quelques histoires intéressantes de ci, de là, mais il n'y a pas encore d'histoire... Pascal, je t'autorise à intervenir. Oh non, je me suis gardé de ça. Alors, il n'y a pas encore d'histoire, disons, conceptuellement convaincante sur ce qu'est vraiment le rôle des bactériophages dans l'équilibre global du microbiote. Ça va venir, je pense, mais ça ne doit pas être si facile que ça, parce que pour l'instant, outre le fait que ça n'a pas été regardé très attentivement au début, maintenant, il y a quand même énormément de travaux sur le virome intestinal, et le virome intestinal, il est dominé par les bactériophages. Donc il va falloir quand même s'atteler à ça et voir quel est le rôle dans ce mécanisme général d'équilibre populationnel. Je pensais c'était plus qu'en fait, les bactériophages sont en général assez spécifiques. Ouais. Et donc pour les pathogènes spécifiquement multirésistants, par exemple, est-ce que là, ça aurait un intérêt particulier? Oui, c'est vrai que j'ai un peu dérivé dans la réponse. La réponse est oui. Ce qui a tué les bactériophages en thérapeutique, en fait, après les travaux de Derel,
C'est une revue générale en 1940 dans le JAMA qui a montré qu'il y avait très peu d'études qui montraient de façon définitive l'efficacité des bactériophages en thérapeutique, sauf dans quelques cas en particulier d'infections cutanées à staphylocoque, et que pour le reste, on voit que le rôle des bactériophages en thérapeutique reposait quand même sur un cas de dysenterie qui a guéri après un traitement bactériophage. Je veux dire, sans bactériophage, la dysenterie, elle guérit souvent aussi. Donc, ça manquait quand même sérieusement d'études contrôlées, mais même les études contrôlées montraient au fond pas énormément, peut-être parce que les méthodologies n'étaient pas bonnes, et puis parce que la nature des phages était insuffisante en termes de spectre, parce qu'il y a des mutations très rapides. Ça coûterait, en coût d'adaptation, ça coûte rien à une bactérie de devenir résistante à un phage. Il suffit d'une mutation dans un sucre de surface et tout est joué. Donc tout ça n'était pas maîtrisé jusqu'à présent. Alors c'est repris en compte à l'heure actuelle. Il y a Laurent Debarbieux, en particulier à l'Institut Pasteur, qui s'est spécialisé là-dessus, avec la recherche de phages extrêmement lytiques, de gamme de phages, de manière un peu comme on associe les antibiotiques, éviter d'avoir très vite la résistance contre un phage et puis l'affaire est terminée. Donc c'est en train, il y a des études cliniques qui sont en cours, il y a un essai multicentrique de phase 1 à l'heure actuelle chez les grands brûlés. Donc ça vient tout doucement. C'est vrai que la deuxième chose, en dehors de cette revue du JAMA qui a tué les bactériophages à partir des années 40, c'est les antibiotiques. Ça, il n'y a pas... Mais dans cette période d'antibiorésistance, tout est bon, mais on pense quand même que ça restera des indications de niche parce qu'il faut une accessibilité au foyer. Donc il faut que ce soit une lésion cutanée ou des problèmes digestifs qu'on puisse avaler ou éventuellement une fistule d'une ostéomyélite, mais je veux dire, on traitera, never say never again, mais on traitera jamais une endocardite bactérienne avec des bactériophages. Je veux dire, la pharmacocinétique, c'est dramatique. Donc, il y a quand même des limitations. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en ce moment, c'est à la mode de dire faut préparer la période post-antibiotique. Je crois que c'est du délire. Pour l'instant, on n'a rien qui remplace vraiment coup pour coup les antibiotiques. C'est ça le niveau de l'angoisse. J'ai une question ici, puis madame. Oui, bonjour. D'abord, je voulais remercier pour tous ces débats et cette présentation passionnante. Vous avez mentionné en début de votre intervention votre travail à Madagascar sur les liens microbiotes et justement la nutrition des jeunes enfants. Et ma question rebondit sur ce que vous venez de dire à propos de l'entéropathie environnementale, où à ma connaissance, on n'a pas encore du tout d'hypothèse mécanistique sur le lien entre les deux, et même la corrélation entre retard de croissance du jeune enfant et ces entéropathies est assez douteuse. Et donc la question, ce serait quelles seraient les hypothèses pour qu'un microbiote différent entraîne différents types de sous-nutrition, que ce soit aigu, chronique, ou dans les malnutritions aiguës, un kwashiorkor ou un marasme. Enfin, ces différents types de sous-nutrition du jeune enfant, puisqu'on a cette infection, en fait, cette facilité d'une infection pathogène, donc ça qui est un mécanisme évident, l'inflammation est un autre mécanisme évident. Et sur la compétition, vous avez mentionné ça dans votre exposé, la compétition sur les nutriments, est-ce qu'on a quelques éléments expliquant peut-être un mécanisme? Non, c'est difficile la mécanistique de cette situation pour deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment, ça a l'air d'être dans l'intestin grêle que ça se passe, en particulier dans le duodénojejunum, et c'est pas quand même une zone très facile à explorer. Il faut faire des tubages, c'est lourd sur le plan clinique et éthiquement ça pose quelques problèmes. Clairement, néanmoins, il y a des bactéries en très grande quantité et en grande diversité là où habituellement elles ne sont pas, parce que dans le duodénojejunum, il n'y a quasiment pas de bactéries. Il y a 10-100 bactéries par millilitre. Là, on est dans des 10 puissance 6, 10 puissance 7, ce qui est énorme. Et il y a quand même des traces de quelque chose dans les situations où il y a eu des biopsies faites chez des enfants très malnutris qui ne récupéraient pas avec la nutrition intensive. Il y a cette inflammation chronique qui a été montrée, il y a une atrophie, les villosités intestinales sont très rétrécies. Donc au fond, la surface de digestion et de réabsorption est tellement faible que manifestement, il y a une logique à penser que c'est la cause, la mécanistique de la malnutrition. Après, c'est vrai que
la preuve mécanistique, elle est difficile à apporter pour l'instant. Nous, avec mon collègue et ami Brett Finlay à Vancouver, on a mis au point un modèle de souris, mais on n'est pas totalement satisfait parce qu'il est un peu instable, et puis surtout, il faut les mal nourrir. Alors que c'est pas évident. Théoriquement, ces enfants, ils sont nourris, peut-être avec des déséquilibres alimentaires qui sont liés aux aspects coutumiers de l'alimentation, mais c'est pas des petits enfants du Sud-Soudan ou dans les conditions de malnutrition aiguë, kwashiorkor et autres. Ben, bon. On s'est dit que si on faisait rien, on ne saurait jamais. Donc voilà, on s'y est mis et on fait une étude vraiment multiparamétrique et multicentrique en espérant qu'on va avoir des résultats et des résultats qui soient suffisamment clairs pour pouvoir éventuellement envisager des solutions thérapeutiques. Parce qu'il y a une solution thérapeutique qui a déjà été utilisée comme ça un petit peu pifométriquement, c'est le traitement antibiotique. Et les études qui commencent à sortir, ça n'a pas commencé depuis très longtemps, ça a été fait au Niger en particulier, mais dans d'autres régions du Sahel. Au fond, il n'y a pas vraiment de récupération après le traitement antibiotique, du retard de croissance et disons des symptômes de malnutrition plus directement visibles. Et donc, ça inquiète un petit peu sur le rôle exact des microbes. Moi, je rajoute quand même un paramètre à ça, c'est que quand on regardait la situation un peu équivalente chez l'adulte au temps des colonies, qui était la sprue tropicale, les gens attrapaient leur sprue, en particulier dans le sud-est asiatique, revenaient dans la métropole, et il fallait 6 mois, 1 an, voire plus, pour perdre la stéatorée et récupérer un équilibre nutritionnel normal. Donc je pense que cette situation donne un imprinting au système, et en particulier, on est en train de regarder sur les cellules souches, qui fait que faire machine arrière, même en éliminant la flore, va prendre du temps et qu'il ne faut pas trop tenir compte des études actuelles, même si elles sont négatives. Maintenant, c'est un pari. Je vais prendre la dernière question. Oui, je vais reprendre une question courte et Philippe, peut-être une réponse courte. Je vais reprendre la parole simplement pour vous dire d'abord un grand merci pour tout. C'était tout à fait passionnant. Et d'autre part, vous avez parlé de l'importance justement de la bonne nutrition, la bonne alimentation. Vous avez parlé aussi de la pollution qui pouvait avoir une importance sur le microbiote. Et le stress, puisqu'on sait que beaucoup sont touchés par le stress, quelle est l'importance, le rôle du stress en fait dans le microbiote? Est-ce que ça peut perturber les fonctions intestinales et de ce fait-là, est-ce que ça perturbe aussi le microbiote? Oui. Alors, le stress, ça n'a pas été... Je ne peux pas vous répondre directement parce que c'est pas facile de regarder ces choses-là parce que, sur des individus très stressés, parce qu'il faut quand même se mettre dans des situations extrêmes, éthiquement, ça ne se fait pas. Chez l'animal, ça devient très difficile de faire des tests de stress aussi parce que c'est éthiquement limite. Donc il n'y a pas eu beaucoup, mais on sait très bien que si j'élargis un tout petit peu le débat, ça a été montré par de nombreux auteurs, par Sassone Corsi en Californie, par Eran Elivan au Weizmann en Israël. Il y a un vrai rythme nictéméral du microbiote, par exemple, et le microbiote se modifie dans sa composition au fur et à mesure de la journée, en fonction en particulier des niveaux de cortisolémie. Il y a des changements de microbiote très clairement pendant la grossesse. Le microbiote varie, en particulier dans le dernier trimestre. Est-ce que c'est un prélude à quelque chose pour l'ensemencement de la flore de l'enfant? Vous savez, on est encore dans des histoires de coévolution. Ça fait des centaines de milliers, voire des millions d'années que tout ça se prépare. Et en fait, on est le fruit d'un mécanisme d'évolution extraordinairement long et complexe et sophistiqué. Donc oui, clairement, le stress va jouer un rôle dans la mesure où ça augmente les hormones du stress. Et on sait déjà que dans certaines situations, comme le rythme nictéméral et la grossesse, ça varie. Donc ça va varier encore probablement plus nettement. Bien, Philippe, c'est la règle du jeu, 5 à 7, donc je pense qu'on a épuisé toutes les questions. Merci beaucoup et merci à tout le monde.